Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le gouvernement malien se maintient et la motion de censure est rejetée. Le Premier ministre Moussa Mara a reformulé son intention de poursuivre la politique menée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. En Mauritanie, les 2957 bureaux de vote s'apprêtent à recevoir 1 328 000 électeurs ce samedi 21 juin. Le scrutin présidentiel est imminent et les organisateurs ont déjà commencé à voter. Et puis, zoom sur la banque aux vêtements en Afrique du Sud, une organisation qui recrute les mères de famille sans emploi dans les townships du Cap et leur offre une expérience et une formation professionnelle. Au Mali, l'ensemble des 22 députés de l'opposition, appuyés par 2 députés de la majorité, ont voté en faveur de la motion de censure déposée contre le gouvernement. Bien loin des 98 voix nécessaires, la motion déposée le 13 juin a été rejetée. Les parlementaires ont donc réaffirmé leur confiance au gouvernement mercredi à l'issue d'une séance particulièrement houleuse. Reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Mercredi, les députés de l'Assemblée nationale ont rejeté la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Moussa Mara, déposée par l'opposition ce vendredi 13 juin. La dégradation de la situation sécuritaire au nord du pays, la baisse du pouvoir d'achat des Maliens et surtout le retard dans la relance de l'économie, près d'une année après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, sont entre autres les reproches faits à l'équipe gouvernementale. Pour le chef de gouvernement, les réformes engagées prendront du temps à donner des résultats. Vous aurez pu, à travers des questions orales, des interpellations, des enquêtes parlementaires, pourquoi pas, ou même les questions d'actualité, obtenir des informations et nous épargner le temps mis dans cet exercice. Mais bon, mieux encore, vous aurez pu nous faire partager vos propositions sur tous les sujets que vous estimez maltraités. Vous aurez été mieux dans votre rôle d'opposant à ce moment-là, à un moment où le Mali a besoin de tous ses enfants. Cependant, le Premier ministre a invité les députés de l'opposition à accompagner le gouvernement avec des propositions concrètes afin de remettre le pays sur la voie de l'émergence. Si vos propositions sont disponibles et pertinentes, le gouvernement est prêt à les examiner. Cela est notre compréhension de la démocratie et nous n'allons jamais y déroger. L'opposition propose l'élaboration d'une lettre de cadrage politique, définissant une vision claire, prenant en compte les insuffisances constatées, proposer un plan gouvernemental au Parlement pour approbation et relancer l'investissement public et privé. Depuis l'avènement de la démocratie en 1991, c'est la 3e fois qu'un gouvernement fait face à une motion de censure. Avec la confiance renouvelée du Parlement, le gouvernement de Moussa Mara entend poursuivre la stabilisation du pays et poser les bases d'une croissance et d'un développement durable. À la veille de l'élection présidentielle le 21 juin en Mauritanie, l'ombre du boycott plane encore sur le scrutin. Depuis le début de la campagne, la quasi-totalité de l'opposition, regroupée au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, appelle à l'abstention. 5 candidats, dont le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, sont en lice, mais tous les Mauritaniens n'attendront pas samedi pour voter. Ce vendredi, les agents en charge du scrutin se sont présentés aux urnes, comme nous l'explique Franck Nudofinin, notre correspondant en Mauritanie. La CENI assure avoir pris toutes les dispositions pour une meilleure organisation de cette présidentielle. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes pu le constater ce matin lors du vote des agents de sécurité publique qui a démarré depuis 7h GMT et se poursuit jusqu'à 19h heure locale. Le matériel pour le vote des citoyens mauritaniens demain a été convoyé vers tous les bureaux de vote du pays. On décompte 2 957 bureaux de vote pour un nombre total d'électeurs de 1 328 000. Beaucoup d'observateurs sont présents à Nouakchott pour superviser ce scrutin. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la présence de 600 observateurs nationaux et internationaux. Ce sont des observateurs de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de la francophonie, de plusieurs délégations et ONG venues d'Afrique. Et la CENI en charge de l'élection avait appelé au début du mois de juin les candidats à la retenue. Aujourd'hui, la commission se montre confiante et a acheminé tout le matériel nécessaire au scrutin. Écoutons Abdallahi Diarra, directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante. Cette élection concerne 1 328 168 électeurs. Elle concerne aussi 2 957 bureaux de vote. Actuellement,
tout le matériel électoral est en place, les urnes, les isoloirs et aussi les bulletins de vote. Donc on peut dire que nos services sont en place et sont prêts à démarrer cette élection dans les meilleures conditions en tout cas possibles. Situées à plus de 3000 km l'une de l'autre, N'Djamena et Rabat ont entamé un véritable rapprochement diplomatique. Il y a d'abord la Royal Air Maroc qui reliera 2 fois par semaine les capitales tchadiennes et marocaines, et puis le lancement vendredi des travaux de construction de 15 000 logements sociaux au Tchad, opérés par le constructeur marocain à Doha. La construction d'une cimenterie a également été entreprise, des projets qui devraient pourvoir près de 5000 emplois. Une coopération jugée fructueuse par le président tchadien Idriss Déby Itno qui s'en est exprimé sur son site internet. En Afrique du Sud, les initiatives se multiplient pour redynamiser l'activité dans les townships. Dans les villes du Cap et du Gauteng, une banque vestimentaire recrute des mères de famille au chômage. Elles sont ensuite formées pendant 2 années et voient alors leur quotidien transformé. Karine Loubanzadou. Dans cet entrepôt, certaines femmes trient et d'autres conditionnent les vêtements qui seront remis quelques jours plus tard dans le circuit de la vente. Toutes font partie d'un programme mis en place en Afrique du Sud, connu sous le nom de Banque aux vêtements. Il permet aux mères des townships, souvent célibataires et au chômage, de devenir financièrement et socialement indépendantes. Je dois dire que ce programme est très urbain et qu'il est tout à fait unique. C'est une expérience que nous devons approfondir dans le pays, car notre pays est à cheval entre l'économie mondiale et l'économie du tiers-monde. Aujourd'hui, la mise en place de la structure est en zone urbaine pour des raisons logistiques. Nous avons donc besoin de partenariats forts dans ce pays et pourquoi pas en Afrique australe, comme les ONG et les gouvernements pour que le projet grandisse. Le programme créé en 2011 est financé par des investisseurs privés. Son succès ne se dément pas auprès de nombreuses femmes. Celles-ci gagnent en moyenne l'équivalent de 320 à 500 $ par mois. Parmi elles, Belinda a vu son quotidien transformé. J'ai réussi à payer tous mes crédits. Je n'ai plus de crédit et les formateurs de la banque aux vêtements m'ont conseillé de ne plus prendre de prêts. Ils m'aident également à avoir plus de compétences de vie, des compétences variées. À terme, la banque aux vêtements espère transformer la vie des femmes comme Belinda dans tout le pays en leur offrant la possibilité de s'émanciper financièrement et de devenir des entrepreneurs à part entière. Et on termine ce journal avec la Coupe du Monde de football. Ce jeudi, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas démérité face à les sélections colombiennes. Ils se sont néanmoins inclinés 1-2 et n'auront plus le droit à l'erreur face à la Grèce. Programme tout aussi alléchant ce vendredi. On fait le point avec notre spécialiste José Douglas. José, bonjour. Oui, bonjour. Bien, nous vous écoutons pour le programme de la journée. Oui, en groupe D, pour commencer avec l'équipe considérée comme le petit pousset de ce mondial, Costa Rica, qui va défier les Italiens de Mario Balotelli. L'entraîneur de Costa Rica, justement, le Colombien Jorge Luis Pinto, est inquiet car il se méfie d'Andrea Pirlo. Mais d'abord, écoutons l'analyse de notre éditorialiste Sami Mochtabi à propos de cette rencontre. Est-ce que les Costaricains auront le gaz nécessaire pour reproduire encore un exploit face à une grande nation du football? L'Italie maintenant est prévenue, donc l'effet de surprise ne sera plus là. Ça risque d'être compliqué pour le Costa Rica vu que les Italiens ont quand même des ambitions de victoire au bout. Alors l'équipe du Costa Rica qui nourrit quand même quelques inquiétudes. Oui, tout à fait. Pirlo, excellent joueur, maître à jouer au milieu de terrain et les Costaricains doivent s'en méfier. Écoutons le coach de Costa Rica, ce qu'il nous dit à ce propos. Je suis un peu inquiet car Pirlo joue bien. Il est un danger avec ses coups francs et anime parfaitement le milieu de terrain. Et d'autres rencontres sont prévues au programme? Tout à fait, Kessie, groupe E, regardez les matchs donc sur le tableau, Suisse-France. Nous saurons justement bien si la France peut aller jusqu'au bout. Pour en savoir plus, nous avons demandé à notre éditorialiste Sami Mochtabi son avis. Les Suisses, on les connaît. Ils ont des joueurs maintenant qui jouent quand même dans de gros clubs européens. Ils ont une très
très bonne base, ils ont une très bonne défense. Ils l'ont annoncé, ils vont attendre les Français. C'est pas la Suisse qui va proposer du jeu, c'est pas la Suisse qui va faire du tiki-taka ou du football champagne, du football samba. Donc voilà, ça penche plus vers un match nul. Mais si la France réussit à trouver la clé du verrou suisse, ils peuvent remporter la victoire. Voilà, mais il faut trouver cette clé. Honduras-Équateur, toujours dans le même groupe, histoire de formalité, car ces deux équipes n'ont plus rien à espérer. Sami Mochtabi. Le Honduras, en plus, ils ont perdu Palacios, ça va être compliqué pour eux. Ils ont pas grand-chose à jouer dans cette Coupe du Monde. L'Équateur, avec ce qu'ils ont montré sur le premier match contre la Suisse, espère toujours. Je pense que le pays a encore espoir. Donc plus pour l'Équateur, c'est un match important pour l'Équateur. Le Honduras, ça va être du sparring partner. Voilà, je sais qu'ici que vous avez un petit penchant pour la Caraïbe. Costa Rica, Italie, un match à ne pas rater. Entendu bien, merci José pour ce programme qui termine le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.